Donc, on va faire cette conversation en français et il y a pour la traduction en italien et en anglais. Et, alors, tu ne dois pas la mettre, on va le vais faire pas en la français. mettre, très bien. Alors, je vais commencer avec Napoléon, parce que nous deux, on était en salle, probablement aussi une partie du public qui est ici était dans la salle. Et c'est une expérience gigantesque, vraiment Absolument. gigantesque. Mais la chose qui m'avait beaucoup frappé à Cannes, et j'ai eu la même impression aujourd'hui, c'est que c'est un film de quelqu'un qui avait une formation 19e, vraiment une culture 19e, qui rêvait le futur. Et donc, c'est le cinéma du futur. C'est un défi, ces films. Chaque plan de ce film, c'est un défi. C'est quelqu'un qui est en train de chercher une nouvelle langue, une nouvelle forme d'expression, de faire un film que personne n'a jamais fait et d'imaginer comment sera le cinéma du futur. Mais c'est le cinéma du futur pour quelqu'un qui est profondément enraciné dans le 19e, donc c'est le futur du 19e. Et c'est ça la chose qui, pour moi, c'est incroyablement touchant parce que dans notre vie, on est toujours suspendu dans les siècles. Et à travers ces films, on a les rêves du futur de quelqu'un qui est enraciné dans une autre siècle. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je suis d'accord avec toi. Je crois qu'il a cherché de raconter les histoires avec des images. Et avec des images, et naturellement la musique, parce que la musique était dans l'esprit des metteurs en scène. À l'époque, quand on écrivait un scénario, quand on voulait faire un film, la musique était présente. On le faisait. Et lui, pratiquement pour la première fois, raconte toute une histoire des 7 heures, une histoire vraie, enfin, il est proche de la vraie, avec des images et de la musique. À mon avis, c'était unique. Il a ouvert un chemin tout à fait. Il a fait du cinéma pur, complètement pur, c'est ça. Voilà, parce que le cinéma, finalement, c'est ça. Je crois qu'il complète complètement le cinéma en racontant cette histoire extraordinaire, avec très peu de paroles, quelques titres ici et là pour guider le spectateur, mais son projet, c'est la future. Et c'est d'une modernité extraordinaire. Nous essayons depuis tous de le faire, de trouver les moyens de raconter notre histoire avec le minimum de paroles, avec le maximum d'images, mais nous ne réussissons pas toujours. Et lui, il a réussi complètement pendant 7 heures. Et ça a été le défi de le faire, parce que c'était un défi de la Cinémathèque et de nous tous à la Cinémathèque, un défi colossal. Parce que nous avons commencé comme une idée. Mais pourquoi on ne fait pas l'œuvre originale de Abel Gans? Ils ont dit, ah oui, faisons-le. C'était comme ça, un jour, avec une discussion avec un conseil d'administration de la Cinémathèque. Je dis, faisons ça, et faisons. Et puis on a entré les doigts dans une histoire qui nous a happés complètement, et que pendant des années, on a continué à entrer de plus en plus dans l'histoire, et à aucun moment, aucun n'a dit arrêtons, où nous allons. Et c'est vrai que nous sommes allés jusqu'au bout, et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été bon marché non plus sur le plan économique, mais sur le plan artistique, ça a été un projet impossible, parce qu'il fallait trouver d'abord le matériel qui était dispersé complètement dans le monde, un peu partout. Il y avait quelques copies, mais de très mauvaise qualité. Sì, c'è un problema di traduzione, ma purtroppo non possiamo. Ci sono i tecnici in cabina che ci stanno lavorando, però io ci posso fare poco, cioè quindi noi andiamo avanti con la conversazione, mi dispiace, è un problema tecnico del tutto inatteso. Il fallait. Et le plus difficile de tout cela, c'était à partir du moment où on a pris la décision, c'est quelle version
Parce que, je vais faire un peu d'histoire du film, la première version très générale de Abel Gans, c'était de montrer à des journalistes et à distributeurs réunis pendant 3 jours et leur montrer 9h30 tout le matériel de son film. En disant, voilà, je vais faire un film de cela. Et il a fait aussitôt après la version de 7 heures. La version qui a terrifié les distributeurs. Parce que 7 heures, c'était impossible à présenter. Donc il a dit, on le présentera des petits morceaux. Mais ce qu'il avait, je le disais tout à l'heure, ce qu'il avait ajouté, c'était le triptyque de la fin, que j'espère vous verrez, parce que là, c'est un autre grand moment du cinéma. Les 20-25 dernières minutes du film, ça s'ouvre sur 3 écrans, comme celui-ci. Pour le distributeur, c'était une catastrophe, parce que les salles ne pouvaient pas avoir 3 écrans. L'autre difficulté, c'était d'ajouter dans la cabine de projection un 3e projecteur. Ça a été aussi une autre affaire compliquée pour le film. Donc, ça a peu à peu découragé les distributeurs, découragé aussi Gans, qui a accepté de faire une version de 4 heures, qu'on appelle la version opéra, parce qu'elle a été présentée à l'Opéra de Paris pendant 2 jours avec un succès formidable. Mais après, les salles l'ont pratiquement refusé ici et là. Il a fait d'autres versions, sous la pression de ses distributeurs. Une version pour l'Allemagne de 2h40, une version pour l'Amérique de 1h40. C'est une absurdité pour une telle œuvre. Et peu à peu, le film s'est défait, est disparu. Et autre catastrophe, c'est le cinéma parlant arrive. Le cinéma parlant arrive et tout d'un coup, ça devient un film muet. Et le film muet, peu à peu, c'était marginalisé complètement et perdu. Pas seulement les ayants droit, mais aussi les copies, le négatif et tout cela. Donc il fallait qu'on réunisse tout cela. On l'a fait. Et je crois que quand on a envie de quelque chose, on le fait. Mais à part ça, après ces détails historiques qui ont l'importance qu'ils peuvent avoir, à notre avis, c'est un film qu'il fallait absolument montrer, qu'il faut toujours montrer un peu partout. Pas pour les cinéastes seulement, quoique c'est une grande leçon, mais aussi pour le public. Pour voir qu'on peut faire des choses, raconter des histoires d'une autre manière au public. Et les raconter, à mon avis, toujours dans cet écran-là. Parce que c'est la meilleure façon de voir un film. J'en suis profondément convaincu. Et le film va sortir, ou est déjà sorti en France, en salle? Il va sortir en salle. Pathé a accepté de le sortir en salle. Et il va faire 3 écrans. Avec le système numérique aujourd'hui, il est beaucoup plus facile que ça a été à l'époque, évidemment. Oui. Et donc, et ça va sortir quand? En juillet, en septembre? Ça va sortir en juillet. En juillet. Oui, en juillet, absolument, parallèlement. Alors, la deuxième question, c'est sur ta vie. Donc, tu as été à 2 reprises longuement le président de la Cinémathèque française. Donc, si tu nous racontes avant tout quand tu as connu la Cinémathèque française, donc jeune immigré grec, comment c'est arrivé que tu es arrivé à la Cinémathèque? Presque par hasard. J'étais étudiant à la Sorbonne et un soir, tout à fait au début de mon arrivée, je comprenais mal encore le français. Au début de mon arrivée, il y a des amis qui partaient, ils disaient allons à la Cinémathèque, nous allons voir un film. Je les ai accompagnés. À l'époque, la Cinémathèque avait une toute petite salle, pas loin de la Sorbonne, et j'ai découvert une petite salle avec des sièges en bois qui se battaient quand on se levait, qui faisaient du bruit, et un monsieur assez fort comme ça qui est venu nous parler du film que nous allions voir. Il parlait d'une manière formidable, avec des mots précis, du cinéma, du grand écran, des metteurs en scène, qui m'étaient complètement inconnus. Et nous avons vu Greed, Les Rapaces, d'Eric von Stroheim, 3 heures. Et ça a été fascinant. Parce que venant d'un pays comme la Grèce, je connaissais que les films d'action, que les films de cow-boy, que les films de Radolskov, le fameux Radolskov,
Scott. On fait aujourd'hui des rétrospectives radioscopes. J'étais assez étonné d'ailleurs. Bon, et j'ai découvert qu'avec le cinéma, on pouvait dire autre chose, on pouvait faire autre chose. Voilà. Et très vite, je me suis renseigné, est-ce qu'il y a un moyen d'apprendre comment on fait du cinéma en France? Et on m'a dit, l'IDEC. Je suis allé à l'IDEC, voir le directeur, qui, quand il a su que j'étais étudiant ès-lettres, lui-même il avait fait lettres, il était docteur ès-lettres, il m'a dit, mettez, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, bon, on va essayer de vous accepter, mais pas sur le concours, parce que le concours est très difficile. Vous ne le passerez pas. Votre français n'est pas assez bon pour que vous puissiez le passer. Votre culture non plus. Mais il m'a dit, mais vous me promettez que si vous entrez, vous allez continuer lettres. J'ai dit absolument. J'étais accueilli à la Cinémathèque et j'ai découvert un autre monde. Et j'étais passionné par tout ce que j'ai découvert. Comment faire un film, pourquoi faire un film, et toutes les parties techniques qui m'ont absorbé complètement, de sorte que j'ai abandonné les lettres. C'est la vérité. Voilà. Et j'ai eu la chance, pour continuer, pour faire un peu courte de l'histoire, j'ai eu la chance, après les 2 années d'études, d'être envoyé pour faire un stage à un film d'un assistant qui s'appelait Claude Pinoteau, qui est devenu plus tard metteur en scène. Un film habituel du cinéma français, très bien, etc., pendant 15 jours. Et à la fin du film, Pinoteau m'a dit est-ce que tu veux être mon 2e assistant à mon prochain film que je fais comme premier assistant? Je n'avais pas les droits, d'abord parce que j'étais grec et je ne pouvais pas travailler avant 10 ans en France, et que pour faire un film pour un élève de l'IDEC, il fallait faire 3 stages d'abord. Je lui dis, j'accepte. Et c'est vrai, ça s'est très bien passé. Puis j'ai fait un autre stage. Et puis après, j'ai fait un film avec Pinoteau comme coproducteur, comme second assistant, etc. Et puis comme premier assistant. Et voilà. C'est comme ça que je me suis installé en France. Et personne ne m'a dit, est-ce que vous avez les papiers pour faire des films en France? Et puis plus tard, je suis devenu citoyen français. Ça a été une aventure, une formidable aventure, et ça continue de l'être. Et comment et pourquoi tu es parti de la Grèce pour aller en France? À l'époque, je ne suis pas parti de la Grèce, j'ai fui la Grèce. Comme il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui fuient leur pays parce qu'il n'y a pas de futur. À la Grèce, le lendemain de la guerre civile, pendant la guerre froide, j'appartenais à une famille qui n'avait pas des idées de gouvernement, qui avait fait la résistance contre les Allemands avec ceux qui n'étaient pas au gouvernement, ce qu'on appelait à l'époque la gauche, était dirigé par les communistes. Mais mon père n'était pas communiste, mais toute la famille était après considérée comme des communistes, qu'on ne pouvait pas faire les études. Les enfants, moi par exemple, je ne pouvais pas faire des études à l'université d'Athènes parce que mon père, il fallait fournir un certificat que mon père avait des bons sentiments nationaux pendant l'occupation. Voilà. Et j'ai fui la France, et la France m'a accueilli. Donc, en effet, ton histoire, c'est un peu l'histoire qui est aujourd'hui des Africains, par exemple, qui viennent... Elle est partout, mon histoire. Et donc, tu étais... mais est-ce que la France, aujourd'hui, est aussi accueillante qu'à ton époque? On rentre, nous sommes la veille d'élections. La France, elle est accueillante. Elle est même très accueillante, ce qu'on lui reproche aux différents gouvernements. Et qu'on risque d'avoir un gouvernement d'extrême droite demain. À cause de cela, à cause de cette façon d'accueillir les étrangers. Mais le problème est un peu plus compliqué que ça aujourd'hui. Un peu plus compliqué déjà, mais je ne vais pas entrer dans ça. Mais je peux dire, non, mais je peux entrer dans ça parce que ça serait trop long à expliquer. Après ce film en plus. Mais je pense que la France l'est, et je crois qu'elle continuera de l'être parce qu'il est un tout petit peu dans l'esprit français.
Elle est dans la Révolution française, les droits de l'homme. Je pense que ça suit toujours la France, l'esprit français, quelle que soit la situation, et je crois que quelle que sera la situation au futur, si par mauvaise chance, ça change radicalement. Et à propos... Merci. Tu es un cinéaste européen, grec et français, mais tu as travaillé aussi aux États-Unis, donc tu as vraiment traversé les mondes et tu as raconté les mondes aussi. Et tu continues, parce que ton dernier film, c'est encore une fois, c'est à partir du livre de Varoufakis, donc c'est... tu n'as jamais arrêté d'être un citoyen du monde. Non, je ne sais pas trop ce que ça veut dire un citoyen, excuse-moi, du monde. Je suis citoyen français. Je me considère comme cinéaste français dans la mesure où j'ai appris le cinéma en France et j'ai pu faire des films en France. Et j'ai plein de collègues français, j'ai travaillé avec tous les techniciens français, donc je suis ancré en France profondément. Je suis allé en Amérique faire des films puisqu'on me l'ont demandé, mais je les ai faits à une condition, que je fasse la post-production en France et le faire aussi avec mes techniciens principaux, avec des techniciens français. Donc je ne le fais pas autrement. Et je fais des films, j'essaye de faire des films sur des sujets qui me touchent profondément. D'ailleurs, je n'en ai pas fait beaucoup de films. J'ai fait une vingtaine de films à presque 50 ans, c'est pas beaucoup. J'ai parlé récemment avec mon ami Lelouch, qui lui en a fait 60. Après, nous avons les mêmes âges. Et d'autres metteurs en scène français. Mais parce que je pense que, comme j'essayais de le dire un peu indirectement, c'est le pays qui m'a accueilli, c'est le pays aussi où je me sens le mieux à tout point de vue. Parce que je trouve une liberté formidable et une évolution du cinéma depuis la Deuxième Guerre mondiale qui est considérable. Je peux juste 2 mots à propos de cela. Je peux dire la nouvelle vague française, qui est un tout petit peu le fils ou la fille, direct ou indirect, du néoréalisme italien, et d'autres écoles du cinéma que j'ai suivies et que je n'ai jamais pu être comme le cinéaste français. Je suis un tout petit peu à part à cause de ma culture ou grâce à ma culture d'enfance et de jeunesse. Alors, tu fais 2 films, tu arrives à faire le metteur en scène, et peut-être ça aussi, tu peux nous raconter comment c'était arrivé que tu es passé d'assistant à metteur en scène. J'avais Clouseau m'avait demandé d'être son assistant. Et pour un film qui s'appelait L'Enfer à l'époque, d'ailleurs il n'a pas fait, c'était la catastrophe pour lui. C'est un autre Napoléon, un autre film compliqué. Compliqué. Et il fallait attendre. Mais en même temps, j'étais engagé par lui. Et j'attendais le jour du tournage. Et à ce temps, j'ai fait une sorte d'exercice d'un livre qui s'appelait Compartiment tueur, un exercice d'école, complètement. Je l'ai lu, j'ai dit, ah oui, tiens, il y a un scénario, je vais l'organiser. D'ailleurs, par chance, j'étais un jour sur Henri Verneuil, qui voulait me demander des choses, et tout d'un coup, j'ai vu sur son bureau le même livre. Je lui dis, ah, un livre intéressant. Il me dit, ah oui, on a essayé avec un tel et tel de faire un scénario, on n'a pas trouvé de solution. Moi, j'avais fait le scénario, mais je n'ai pas osé lui dire, naturellement. J'étais qu'assistant, ce n'était pas possible. Déduit à Verneuil, qui était le colosse du cinéma français. Oui, à l'époque, c'était un metteur en scène qui faisait des millions d'entrées. Faisait des millions d'entrées. Et voilà. Et puis, comme j'écris à la main, je l'ai donné au studio à une secrétaire que je connaissais un peu, de le taper à la machine. Elle a tapé à la machine, et quelques jours après, j'ai reçu un télégramme qui venait d'Italie, du directeur du studio. Il me dit, j'ai lu votre scénario, je rentre de Rome à telle date, je vais vous voir pour parler de votre scénario. Le directeur du studio, Julien Derode. Je l'ai vu, j'ai dit, mais vous savez, Julien, moi, j'ai pas les droits, j'ai rien dit tout, j'ai fait ça en exercice. Il me dit, tu es fou, tu fais un scénario. Bon, bref.
Il appelait chez Gallimard, les droits étaient libres. Et il me dit, alors, très bien, si on fait les films, quel casting? Et il a commencé à me poser des questions sur les castings. Voilà, c'est parti comme ça. Et pour la jeune fille, il y avait une jeune fille que j'aimais beaucoup comme personnage, je dis, on va prendre la fille de Simone Signoret. Il me dit, ah oui, très bien, je vais appeler Simone. Moi, je connaissais Simone parce que j'avais travaillé dans un film de René Clément comme premier assistant, et on avait établi une très bonne relation. Je m'étais occupé spécialement d'elle pendant ce film qui s'appelait Le jour et l'heure, film américain d'ailleurs à Paris. Et je dis, j'en parle à Simone. Simone me dit, donne-moi un scénario à lire. Je lis le scénario et me dit, non, ma fille, faire d'abord son baccalauréat et après, si tu veux. Mais pour le moment, me dit-elle, si tu veux, moi je te fais la vieille actrice. Il y avait un rôle d'une actrice dans le film. J'étais stupéfait. J'aurais jamais lui demandé, ou même passé, à lui demander de faire un rôle dans ce film, qui était un petit rôle dans un polar en plus. Voilà. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et quand Julien Desrode a appris que Simone voulait le faire, évidemment, il m'a dit, c'est financé, ça y est. Et Yves Montand me dit un jour, il paraît que tu as fait un bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi? Je dis, Yves, lis-le, prends ce que tu veux, voilà. Et c'est devenu un film comme ça, avec une terreur pour un débutant. Si je le rate, avec des acteurs comme ça, c'est la fin pour tout, pour la vie. Mais le film n'a pas été raté, il a très bien marché. Il a été classé parmi les 10 meilleurs films à New York, un polar, on était tous très surpris. Et voilà. Et c'était un commencement assez inattendu et c'était à la France pour moi encore. C'est un très beau polar et on ne l'a jamais présenté, Compartimentaire, ici à Occhino Ritrovato. Donc l'année prochaine, on va le présenter. Et de là, alors, la question, évidemment, c'est l'amitié avec Simone Signoret et Yves Montand. Oui. C'est l'amitié, c'est les rapports personnels. Vous savez, quand un film marche, les relations se resserrent beaucoup. Quand ça ne marche pas, ça se distance. Bon. Et puis quand j'ai eu mon deuxième film, qui était un film sur la résistance française, il n'y avait pas de rôle ni pour Yves, ni pour Simone. Je fais ce film pour un grand producteur américain qui est venu me le proposer, Harry Saltzman. Il était un des producteurs de James Bond. Il est venu après le succès de Compartimentaire en me disant « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je lui ai dit « Je vais faire la condition humaine de Malraux. » Il a dit « Qu'est-ce que c'est ?» On lui a expliqué. Il a dit « Il y a beaucoup trop de Chinois, on ne peut pas le faire. » Il m'a dit « Vous ne voulez pas faire ce film-là? J'ai un livre qui m'intéresse beaucoup. » Je lui ai dit « Écoutez, je vais le lire, ça m'intéresse. » C'était sur la résistance française. Je l'ai lu, ça m'a beaucoup intéressé. Intéressé parce qu'il y avait beaucoup de jeunes résistants français qui partaient dans la montagne, pas tellement pour des raisons idéologiques, mais surtout parce que les Allemands allaient les militariser, les envoyer en Allemagne. Donc ils fuyaient avec des fusils de chasse, avec très peu de moyens. Bon, c'est ça qui m'avait intéressé. Et j'ai fait un film un peu comme un cow-boy, comme ces jeunes dans la forêt qui n'avaient rien à faire, jusqu'au jour naturellement où ils étaient attaqués et ça finissait dans le drame. Je pense que le film n'a pas marché du tout. C'était la catastrophe, comme ça arrive parfois. Comme ça, c'est souvent avec le deuxième film. Ça arrive avec le deuxième film, parce qu'on est très heureux et dit oh, c'est moi qui ai raison, on fait le scénario, on ne fait pas attention, et puis on le fait, voilà. Il y a beaucoup d'actions. Aujourd'hui, on considère que c'est un très beau film, etc. Mais bon, en tout cas, voilà. C'était des mauvais moments à passer. Mais après arrive Z, parce que Z arrive tout à fait par hasard. Mon frère qui était en Grèce m'a donné un livre, il me dit lis-le, ça peut t'intéresser, c'est un ami qui a écrit ça. Et c'est tombé en même temps que la prise du pouvoir par les militaires grecs. Presque, du jour au jour. Et on s'est tous réunis en disant qu'est-ce qu'on fait contre? On va aux ambassades, on signe des pétitions, on va faire du sitting devant les ambassades, etc. On faisait tout ça.
J'ai dit à Georges Saint-Proun, tu connais l'histoire? Il la connaissait. Il dit, je vais faire le film. Et on s'est mis ensemble et on a fait le film avec des grandes difficultés. On l'a fait très vite, comme un acte politique. J'ai dit à Saint-Proun, on va faire le film un peu comme on crie sur le mur, en bas les colonels, etc. Donc il faut le faire. On a écrit dans un mois et demi, et on l'a proposé aux acteurs qui ont tous accepté. Tous. À commencer par Montand pour un petit rôle, Trintignant, Perrin, enfin tous. Et les producteurs l'ont tous refusé, les uns après les autres. Ils disaient, mais pourquoi voulez-vous que le public s'intéresse à un député grec assassiné par les colonels, etc. Bah, bref, tout ça, ça a duré plus d'1 an et demi la recherche, jusqu'au jour où on a réussi à le faire en Algérie. Parce que je suis venu en Italie pour pouvoir le faire en Italie. Les producteurs à l'époque disaient non, pas ça, on fait autre chose qu'avec toi, ce que tu veux, mais pas ça. Bon. Et on a pu le faire à Alger. Parce que la ville ressemblait beaucoup à la ville que je voulais avoir dans le film, qui était Salonique, essentiellement. Et surprise, le film sort, personne n'est dans la salle. Et puis peu à peu, il y a le directeur d'une salle qui me dit un jour, il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, à la fin, il y a une dizaine de personnes toujours, mais ils applaudissent à la fin. Voilà. Et peu à peu, les salles sont remplies, on a joué, je ne sais plus combien. Et le film est devenu ce qu'il est devenu. Et nous y attendions pas du tout, il faut dire. Voilà. C'était la grande surprise. Alors, sur mon temps acteur, parce que quand même le film est marqué par la qualité incroyable de mon temps. Absolument. Et donc, peut-être tu peux nous parler un peu de mon temps acteur. Mon temps acteur, dans Z, il est pendant, d'un film de 2h10, il est là pendant 10 minutes, hein, pas plus. Ouais. Mais sa présence, sa façon de jouer, sa façon d'y être, il croyait profondément, donc on y a cru. Et puis on a fait par la suite l'aveu. Donc là, mon temps s'est donné complètement. Et on avait des souvenirs qu'on avait de compartiments tueurs. Plus Z, plus l'aveu, tout d'un coup, mon temps s'est transformé, je pourrais dire, en grand acteur. Parce qu'il a pris... Il m'a dit un jour, moi quand j'ai joué, j'ai pensé à des acteurs américains. Je pensais à faire des mimiques, de faire des choses comme ça. Non, comme ça. Vous savez, des mimiques qu'on voit dans les films cowboy. Puis, il a compris, m'a-t-il dit, que ça partait de l'intérieur. Voilà. Et ça a été le grand acteur, comme il était le grand chanteur ou le grand même acteur de théâtre quand il a joué quelques pièces. L'Ave, c'est un film énorme et dans ton livre, tu parles du coup de fil que tu reçois de Chili et de ton rencontre avec Salvador Allende, qui est vraiment quelque chose d'énorme. Oui, un jour, j'étais au Chili parce que un metteur en scène chilien m'appelle, Soto, probablement tu le sais sûrement. Soto m'appelle, tu sais, ici, ton film, tout le monde dit que l'aveu est interdit. J'appelle la Paramount qui avait acheté les droits pour Le Monde, et je dis qu'est-ce qui se passe au Chili. Ils me disent rien du tout. Le Chili est l'été actuellement, il n'est pas interdit, on les sortira à la rentrée, c'est-à-dire en octobre pour l'hiver. Et j'appelle Soto, je lui dis écoute, moi je peux envoyer une lettre aux journaux, etc., pour dire que ça n'est pas vrai, etc. Il m'a dit non, il faut peut-être que tu viennes. Bon, j'ai dit écoute, laisse-moi réfléchir, et puis j'ai réfléchi, j'ai discuté avec ma femme, il m'a dit il faut y aller, et je suis allé. Puis l'avion, j'arrive, je vais à l'hôtel directement, j'appelle Soto, je lui dis je suis ici. Affolé, il me dit mais il faut nous appeler, etc. Il ne faut pas que la presse te voie tout de suite, parce qu'on va t'expliquer d'abord de quoi il s'agit. Alors il vient à l'hôtel, on change de place, deviens clandestin. Et quelques jours après, il m'explique exactement ce qui s'est passé. Et en me promenant dans la rue, je reçois des feuilles qui tombent de toi en disant l'aveu de Costa Gavras interdit par le gouvernement Allende. Bon. C'était très clair qu'il fallait faire une déclaration. Et Allende me dit un jour, Allende veut vous voir. J'ai vu le matin le président Allende, on a pris le petit déjeuner ensemble, et j'ai découvert un homme formidable. Un médecin de campagne
qui était toujours médecin de campagne, pendant le petit déjeuner. Voilà. Et on a parlé longuement, il m'a expliqué ce qu'il faisait, il m'a dit, il faut dire que je ne veux pas faire un pays communiste, je ne veux pas faire un pays socialiste, je veux faire un pays libre, comme est la France. Il insistait comme la France, etc. etc. Bon, et puis finalement, on a organisé pour m'expliquer, on a organisé une soirée à la télévision. Ils ont annoncé un visiteur surprise pour vous parler. Une heure d'émission. Ça a été une bombe. Et ça a été repris d'ailleurs. J'ai expliqué exactement quelle était la situation de l'aveu, etc., etc. Et ma position aussi par rapport à Allende. Voilà. Et après, j'ai eu la chance aussi de retourner 2 fois au Chili et de revoir Allende. Et j'ai même fait une grande partie d'un film là-bas, le film, État de siège. Et je l'ai vu quelques fois et ça a été un homme extraordinaire. Et naturellement, les hommes extraordinaires comme lui, ils ne peuvent pas survivre en politique. Il est arrivé ce qui est arrivé. À lui et au Chili, naturellement, qui ont passé des années sinistres sous M. Pinochet. Et puis, tu as eu beaucoup de vies, en effet, parce que déjà, comme ça, c'est déjà plusieurs vies. Et puis, il y a l'aventure à Hollywood, et que tu fais à ta manière, en restant metteur en scène grec, français, européen, qui fait de films américains. Non, en fait, je n'ai qu'une vie. Ma vie française avec ma femme, avec laquelle nous sommes ensemble depuis maintenant près de 55 ans, 60 peut-être, je ne les compte plus. Et on a décidé d'avoir cette vie française et de faire des films. Alors quand on m'a demandé moi on m'a demandé souvent d'aller en Amérique, mais les projets qu'ils me proposaient ne me convenaient pas beaucoup. Et je ne voulais pas non plus immigrer une deuxième fois. On m'a proposé Le Parrain, pour tout vous dire. Le Parrain que... À la place de Coppola. À la place de Coppola. D'ailleurs, un jour, j'ai rencontré Coppola qui m'a dit « Je fais le Parrain grâce à toi parce que tu ne l'as pas fait. » Je dis « Non, ce n'est pas l'aveu que le Parrain que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait le livre. C'était un très mauvais livre. C'était un mauvais livre sur la mafia avec des actions épouvantables, avec l'histoire des sexes, etc. énorme. Lui, il a fait un chef-d'œuvre que je n'aurais jamais pu faire. Je n'aurais jamais pu faire d'abord parce que j'étais américain, je n'étais pas italien comme lui qui vivait dans la communauté italienne, et puis je n'étais pas américain non plus. Enfin, c'était impossible pour moi de faire ce qu'il a fait. Donc, le parallèle était inacceptable. Bon, moi, je fais des films américains quand ils m'ont proposé des films qui m'intéressaient. Les films qui m'intéressaient, les scénarios qu'ils m'ont envoyés à un moment donné, quand ils aussi que je m'intéressais, ils envoyaient beaucoup de scénarios, c'était le Missing. C'était l'histoire d'un jeune Américain qui disparaissait au Chili. Un jeune Américain de la classe moyenne supérieure new-yorkaise qui quitte New York pour aller voir l'extraordinaire chose qui s'est passée au Chili. Eh bien, il arrive là-bas à un moment où Allende avait décidé de donner 1 litre de lait à tous les pauvres enfants du Chili. Comme un jeune Américain romantique et poétique, il dit voilà le pays où je veux vivre. Il n'avait pas vu le reste. Ben, il y est resté, puis il est disparu. Et puis quelqu'un, des années plus tard, il a fait un livre, après avoir une longue enquête qui m'est arrivé, ce livre, et avec un scénario. J'ai dit à l'agent de Hollywood qui me l'a envoyé, je dis le scénario ne m'intéresse pas, mais je vais faire le livre, la dernière partie du livre du père américain qui va au Chili, le père qui n'aime pas son fils, parce qu'il est gaucho un peu, il ne veut pas faire des affaires comme lui, etc. Il va au Chili et peu à peu il découvre que son fils n'est pas celui qu'il n'aimait pas, et le pays qu'il admire est le Chili, et Pinochet n'est pas celui non plus qu'il voilà. Et le travail de son pays au Chili, qu'il acceptait et admirait, n'était pas celui qu'il ne croyait pas. Voilà. Et je dis aux Américains, je vais faire ça, à condition que je fasse le scénario et que je le tourne avec mes équipes françaises, naturellement avec des acteurs américains. On l'a fait comme ça, voilà. Et j'ai eu là. Alors, il y a une petite histoire que je peux vous raconter, il y a une grande réunion pour parler de casting avec tout le groupe des Universal.
le patron, et puis les sous-patrons, et puis 7-8 personnes. Et ils me disent alors, le scénario, ça va très bien, qui on veut comme acteur, qui on prend comme acteur? J'ai dit Jack Lemmon. Il se regarde, ça jette un froid. Il se regarde, il dit Jack Lemmon, et le chef de production, il me dit, mais Costa, Ned Tannen s'appelait. Nous faisons un film comique? J'ai dit non. Non, Jack Lemmon, c'est un grand comédien comique, mais aussi il a joué des films comme Save the Tiger, La Garçonnière. Il m'a dit, mais La Garçonnière, c'est un film comique. Non, j'ai dit, c'est un film comique, mais lui, il vit une tragédie. Et il joue comme un tragédien. Mais refus de par tous. Prenons, vous proposez d'autres acteurs comme ça. Hackman. Il me dit, Hackman, il est prêt à le faire. J'ai dit, mais Hackman, s'il rencontre le président, comme c'est dans le script, l'ambassadeur américain qui voit qu'il lui raconte des histoires, des bobards, il va lui casser la gueule. Tandis que Lemmon, c'est un homme d'affaires new-yorkais, il est très gentil, très doux, il va essayer de s'expliquer, voilà ce qu'il faut. Bon, bref, ça a duré, cette espèce de difficulté a duré assez longtemps. Et finalement, comme j'ai insisté, le producteur, formidable, il a dit, parce que vous savez, ce n'est pas les grandes compagnies qui produisent, il y a un producteur qui travaille à la grande compagnie. Il a dit, bah, donnons-lui Jack Lemmon. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir Jack Lemmon, bon, qui a fait un film formidable que je ne vois pas encore quel autre acteur aurait pu faire ça. Il a eu des prix à Cannes, il a eu des nominations, enfin tout ça, oui. Grâce surtout au producteur qui a compris, disons-le franchement, le metteur en scène. Il s'appelait Eddie Lewis, il avait fait quelques beaux films, notamment un des films avec le début de grands metteurs en scène dont le nom m'échappe pour le moment, mais ça m'a venu. Voilà. C'est passé ça aussi Hollywood. Il y a une espèce de force vers l'argent, vers les succès, et puis il y a des gens de grande qualité qui sont là aussi. Mais je crois que maintenant ils disparaissent de plus en plus avec la finance, voilà, avec la finance, qui a substitué la compétence. Voilà. Et tu l'as dit, je n'ai pas fait beaucoup de films, mais tu continues à faire des films. Et quand tu comprends que c'est une histoire que tu veux raconter, que tu veux transformer dans un film? Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas. Quand j'ai une histoire qui m'intéresse, ça m'est arrivé quelques fois, j'essaye de voir si on peut faire un scénario. Et puis j'appelle Saint-Proun, j'ai appelé une fois. Mais il écrivait beaucoup de livres, il faisait beaucoup de politique aussi. Et puis Jean-Claude Grimbert. J'ai dit, voilà, est-ce qu'on peut se sortir de cette histoire? Et puis on a travaillé et on a fait un scénario. Et puis, je suis tombé aussi sur le livre qui m'intéressait beaucoup. Voilà. Comme Amen, par exemple. Amen, qui était sur un livre sur votre pape, notre pape à tous, Pie XII, et sa position face aux nazis, face au camp de concentration. J'ai dit à Jean-Claude Grimbert, est-ce qu'on peut faire une histoire? C'était d'abord une pièce, ce n'était pas un livre, c'était un livre et puis une pièce qui a été jouée, qui a fait beaucoup de scandales à 62, mais à l'époque j'avais vu la pièce, mais je n'étais pas encore metteur en scène, mais ça m'était resté, cette idée-là. Et on a commencé à travailler, finalement on a fait le scénario, qui est très très loin de la pièce, mais qui n'est pas, comme on l'a dit parfois, une sorte d'accusation directe contre le pape, mais c'est un film sur cette histoire épouvantable qui était la Shoah, et aussi le fait que certaines personnes ont pris position et que d'autres personnes n'ont pas pris position. Et que Pie XII, qui connaissait tout, n'a pas dit un mot. Voilà, contre. C'était ça l'idée, le silence. Et le silence, une des choses qui m'a toujours préoccupé. Parce qu'on se trouve très souvent face à des choses qu'on peut dire et qu'on ne dit pas, pour toutes sortes de raisons. Et il y a certaines raisons qu'en cherchant dans l'histoire, on a découvert à propos de Pie XII, mais l'essentiel, c'est qu'il n'a pas, c'était le chef du monde. C'était quand même
l'homme chef spirituel du monde. à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde fait des blagues avec le pape. Enfin, tout le monde, on les voit à la télévision, etc. Mais à l'époque, c'était l'intouchable. Voilà, par exemple, pour donner un exemple, pourquoi un film? Alors, une dernière question. Vu que tu es un grand cinéaste et que tu as traversé une belle partie de l'histoire du cinéma, comment tu vois les futurs du cinéma? Une question simple. C'est pas simple quand même. Non, le cinéma, il est partout maintenant. Chez vous, tous les soirs, à plusieurs chaînes. Vous pouvez choisir les films que vous voulez. Vous pouvez louer les films que vous voulez. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je ne dis pas non plus que c'est très bon. Je pense que le cinéma, c'est un choix. Comme un livre. Vous choisissez un livre pour des raisons X ou Y, vous allez l'acheter et vous le lisez. Le cinéma doit être pareil, à mon avis. En tout cas, je l'ai vécu comme ça depuis le jour, un peu comme au théâtre. Il y a un film dont vous en avez parlé, vous en avez entendu parler, et vous voulez le voir. Donc, vous dites, je vais le voir demain soir. C'est déjà un rendez-vous. C'est déjà un désir. Ce n'est pas un désir qui est tout autour, que vous attrapez, que vous... Non, c'est un désir précis. Et puis, vous choisissez avec votre ami, avec votre femme, avec qui vous voulez, et vous dites, on va voir ce film. Et vous allez voir le film. Donc, c'est une démarche tout à fait particulière. Et vous voyez le film sur cet écran qui est grand, qui vous isole du monde, et vous vivez avec ça. Moi, j'ai revu une grande partie de Napoléon, que j'ai vu déjà beaucoup, et bien j'étais pris de nouveau par des différents personnages, par comment il a fait ceci, et j'étais avec eux pendant un moment, et à la fin, il a fallu que je me réveille. Donc je vais dire, c'est ça le cinéma. C'est une sorte de relation directe avec une œuvre. Avec une œuvre, grande œuvre, vous savez, vous avez un cinéma italien formidable qui nous a beaucoup nourris tous, depuis toujours, et où on a appris beaucoup de choses, surtout sur la vie, sur la façon de faire des films, et sur plein de choses. Voilà. Mais le cinéma, je pense, c'était en danger dans la mesure où, d'abord, s'il n'est pas aidé suffisamment par l'État pour qu'il puisse exister, heureusement, nous avons ça en France, l'État aide. Ce qui fait que nous faisons à peu près en France 300 films, et parmi eux, il y a beaucoup de films de France, beaucoup de femmes. Je peux même dire qu'en France, il y a plus de femmes que dans n'importe quel autre cinéma américain. Prenez le cinéma classique des grandes compagnies américaines. Combien il y a de femmes? Vous connaissez beaucoup? On peut les compter ici. Bah, en France, il y a des dizaines et des centaines bientôt. Donc, c'est ça l'aide de l'État. Je pense qu'il faut l'aide de l'État pour la culture est essentielle. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire? Oui, et tu penses que dans le futur du cinéma, il y aura encore les salles du cinéma? Il y en a encore des salles. Et en France, elles ont survécu. Ailleurs, elles ne survivent pas toutes, malheureusement. Mais je pense qu'elles doivent vivre, ces salles. Voilà, c'est une belle salle. C'est magnifique d'être ici ce soir, de voir ce film ou un autre film. Et c'est parce que c'est une sorte de rencontre avec nous tous. Des gens nous ne connaissons pas. Et nous partons des différentes parties de la ville pour venir à cette salle précisément. D'abord parce qu'elle est belle et parce qu'il va passer un film que nous désirons voir. C'est quand même des relations humaines formidables. Et peut-être qu'on peut faire des amis en sortant. Ou peut-être pas du tout. On peut dire, metteur en scène, nous en Berthe, je me suis trompé, mais je reviendrai. C'est ça la salle. Donc il faut que les salles survivent. Il faut que tout soit fait pour que la salle puisse survivre. Et ce que tu as fait ici, la faire vivre cette salle, c'est formidable. Il faudrait écouter Costa Gavras toujours. C'est déjà un privilège de l'avoir ici à Bologne. Mais encore demain, avec Michel Ray-Gavras, ils seront à présenter ces 2 épisodes sur le film de Costa. C'est une série géniale, exceptionnelle, consacrée au film de Costa. Donc chaque épisode, c'est sur un film. Et alors demain, vous pourrez voir Z et la V. Donc 2 épisodes qui font partie de cette série incroyable qui s'appelle Les siècles de Costa Gavras. Je dois préciser une chose. C'est ni moi ni ma femme n'avons voulu faire ce film.
un journaliste célèbre qui a fait des très belles choses, qui fait toujours des belles choses en France, qui a créé même un journal numérique qui marche très très bien, a dit un jour, je voudrais parler du siècle dernier, des différentes situations politiques, mais est-ce que tu acceptes que je passe par tes films, citer tes films? Et je dis, voilà, comme je lui fais confiance, je lui dis oui, fais-le, moi je ne vais pas me mêler, je ne vais pas vous dire quoi faire, je ne vais pas non plus la géographie, je vais rester en dehors de ça complètement. Mais il m'a dit, on va t'interviewer de temps en temps, pourquoi et comment tu as fait ces films, etc. Je dis, ah, ça j'accepte encore, mais là non plus, je ne vais pas intervenir du tout pour vous dire, je dis cela, je ne dis pas ceci. Voilà, c'est parti comme ça. Alors ils ont fait déjà 2 films, ils ont préparé les autres, et ils parlent surtout du siècle dernier, et qui, à mon avis, ils parlent d'une manière assez intéressante parce qu'on peut comprendre des choses, souvent d'abord sur l'aveu d'abord sur le communisme, et puis sur la dictature comme Z. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert aussi en voyant le film. Parce que le journaliste, c'est quelqu'un avec une grande culture politique. Donc, il va en profondeur dans ces situations-là. Voilà. Non, mais c'est ces 2 épisodes extraordinaires sur le XXe siècle et sur le cinéma de Costa Gavras. Grazie, Costa. Grazie a te. Grazie a lui. Grazie a loro. Merci beaucoup. Le problème, c'est qu'il faudrait faire 10 heures avec toi, pas 1 heure.